n'est pas le problème des textes, c'est le problème des individus. Nous avons affaire à des individus qui sont venus au pouvoir comme une météorite tombée du ciel, sans vision, sans programme. C'est de cette histoire que nous sommes en train d'attaquer. Nous voulons qu'il y ait des dialogues. Pourquoi? Ce n'est pas pour les postes, chers maîtres. C'est pour baliser les chemins, pour que l'histoire de 7 jours et 7 nuits ne se répète plus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, si nous voulons le dialogue, c'est pour cristalliser la démocratie. Et non cristalliser, n'est-ce pas, des patrouillages, des tripatrouillages dans l'élection, échafauder dans la démocratie, créer je ne sais pas quoi, distribuer des machines à voter. En tout cas, c'est mais on dit si dialogue il y en aura à ces conditions et au format qu'il aura choisi. Non, nous rejetons cette hypothèse. Nous ne pouvons pas aller au dialogue aux conditions de M. Félix Tshisekedi. Lui, il n'est pas le roi Manitou. Il n'est pas le Moulopoué. Nous sommes dans la démocratie. Il est parmi les acteurs qui causent des problèmes dans ce pays. Vous voyez, j'ai aimé une chose. Vous lui avez posé une question simple. Il est allé dans tous les sens. Il ne sait pas définir ce qu'on appelle crise profonde. Il confond crise profonde au défi de gouvernance. C'est ça le problème. Vous voyez, quand je vous avais dit crise profonde, c'est ça maintenant le problème. C'est avec raison que j'ai insisté sur cette question. C'est quoi? Vous voyez, il va dans tous les sens. Il ferait mieux de nous définir d'abord ce qu'on attend par une crise profonde avant de continuer. Je vous avais dit ici que quand on parle de crise profonde dans leur entendement, c'est vague. On ne sait pas ça veut dire quoi. C'est à eux de nous dire ce qu'ils entendent par crise profonde. Et moi, je vous ai dit, lorsqu'on parle de la crise profonde, ici, vous voyez les termes qui sortent, c'est de la profondeur. Ce n'est pas de la superficialité. Or, la profondeur découle justement du fondement, ça veut dire la genèse. C'est comme ça que je vous ai dit. Crise profonde, ce sont des crises récurrentes qui mettent le pays à mal. Qui découlent de la genèse d'un élément. Par exemple, s'il s'agit d'un bâtiment, ce qu'on dit un élément profond, ça veut dire c'est lié à la fondation de ces bâtiments. C'est-à-dire les questions liées à la fondation de l'État congolais, comme par exemple la prise de pouvoir. C'est-à-dire comment vous avez pris les pouvoirs. Ça peut être source d'une crise profonde. Quand on vous parle des communautés, ça veut dire des éléments qui constituent de l'État, la population. S'il n'y a pas de corrélation, de cohabitation, la gestion de ressources profondes, naturelles. Par exemple, vous voyez, c'est-à-dire c'est une question de souveraineté. S'il y a déficit de souveraineté, ça peut faire partie, mais pas des défis de gouvernance. Maître, la définition que vous avez donnée là, je pense que vous l'avez peut-être ramassée à l'INBTP. Parce que vous avez fait allusion d'un immeuble, ainsi de suite. Justement, la genèse. Il y a une différence. Il a ramassé ça. Il y a à l'INBTP. Confort, classe, moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente.
kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. En direct de Kinshasa, bienvenue sur Politikon, la force du détail. Vous nous suivez au bon moment et vous êtes au bon endroit. Merci de votre fidélité renouvelée à ces programmes. Nous revoici pour vous servir et passer près d'une heure avec vous. On va décortiquer, analyser de fond en comble le grand sujet d'actualité en République du Congo. Ici, sur ce plateau, la jeunesse, la voix forte est représentée et on va essayer, dans la mesure du possible, de réfléchir à haute et intelligible voix et faire un état de lieu et proposer des pistes de solutions pour une sortie des crises, car le Congo méritait mieux et par la contribution des uns des autres, nous pouvons avoir la certitude de sortir de cet engrenage et en finir avec l'insécurité à la peau dure qui menace l'existence même du pays. Pour en parler, on a sur ce plateau Jagaste Djamba, cadre du MLC, jeune percutant et très pondéré. Comment allez-vous? Très content de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Gédéon, merci pour l'invitation que vous nous accordez de nouveau. Bonjour à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre en ces moments précis. Bonjour à mon co-débatteur avec qui nous allons avoir un débat de qualité et de hauteur, comme je l'estime, comme je l'espère aussi. Et je crois que les Congolais qui nous suivent en ce moment ici doivent retenir d'abord avant tout, c'est que ce pays qui est le nôtre, la RDC, ne sera jamais divisé, jamais balkanisé, quel que soit le prix qu'il faudra payer, ce pays restera intègre, ce pays restera uni, de la même manière que ça a été tracé en 1885 jusqu'à ce jour. Nous ne perdrons aucune portion de terre et ça c'est une vérité qu'ils ne doivent jamais oublier. Ça c'est dans le vœu, oui, notre vœu le plus ardent est de voir la République démocratique du Congo rester une et indivisible. Qu'en est-il de l'agir? Est-ce qu'on travaille aussi à ces niveaux-là pour parvenir à cet objectif? Oui, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui tout ce que nous avons amorcé comme processus tant sur le plan diplomatique que sur le plan interne, parce qu'il ne faudrait pas oublier, la tendance aujourd'hui c'est de croire qu'en interne, on n'a jamais pensé d'amorcer la situation de crise politique, que certains voudraient que ce soit ainsi, bien que pour moi, il n'existe pas de crise politique dans ce pays. Mais comme certains voudraient dire qu'il y a crise politique, vous avez vu le chef de l'État... Les schémas et les visées diffèrent. Et justement, vous avez vu le chef de l'État tendre sa main quand il a lancé les consultations. C'était justement pour obtenir les avis de tous les Congolais de bonne foi. C'est ce que je dis, des schémas et des visées diffèrent. Justement. L'opposition reproche au pouvoir de vouloir organiser un dialogue à sa guise et surtout à ses conditions. Est-ce que cet état de choses est de nature à nous permettre de sortir de la crise et de parvenir à ce que nous voulons? Bon, je ne pense pas que l'opposition, si, comme vous le dites, l'opposition serait dans l'optique ou de reprocher au gouvernement d'organiser un dialogue à sa guise, je pense qu'il y a plutôt un problème d'approche entre le gouvernement et l'opposition. Parce que le gouvernement, dans son approche, le dialogue consiste à mettre les Congolais autour d'une table pour résoudre une crise sécuritaire, identifier justement, d'ailleurs, l'agresseur est identifié, l'ennemi est identifié. L'agresseur, c'est qui? L'agresseur, c'est le Rwanda.
C'est Paul Kagame, c'est-à-dire, je parle du Rwanda, mais en fait, c'est Paul Kagame. Mais rien n'est dit que c'est le Rwanda, c'est l'individu. On est engagé sous le processus de Washington et de Doha. Dans tout ce processus, rien n'est dit ou rien n'est clairement défini que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la RDC. L'identité de notre agresseur reste pour l'instant un mystère. Si je veux rester dans le juridisme, je vous dirais que tous les éléments des crimes tels qu'organisés par les statuts de Rome vous parleront de crimes d'agression, et lorsqu'on parle de crimes d'agression, ou bien je vais mieux le dire acte d'agression, on vise un commanditaire, ça veut dire un individu. Et donc dans le cas, c'est dans les faits. Non, là vous êtes juriste. Là c'est dans le droit. Je Oui. parle ici des éléments des crimes de statut de Rome qui définit l'acte d'agression. Et dans la définition de l'acte d'agression, on vous parle d'un animateur, ça veut dire un individu qui agresse, c'est-à-dire qui soutient un mouvement subversif contre un autre État. On parle ici d'un animateur. Si je dis là, si je veux faire du juridisme, mais si je veux rester dans le fait réel, dans le fait concret, où je vais adapter la réalité que nous vivons par rapport à tous les rapports que nous avons sur la table, effectivement, le fait qui justement concourt vers une agression, c'est justifie. Vous avez dans notre pays, ici dans notre pays, la présence d'une armée rwandaise qui est justifiée sur notre sol par l'armée, plutôt par le gouvernement rwandais. Je savais avec moi, lorsque une armée régulière quitte son État, quitte ses frontières pour prendre le sol ou occuper le sol d'un autre État, sans qu'il y ait au préalable un accord militaire dans ce sens, cette armée quitte la dénomination d'être appelée armée régulière pour se transformer en une milice. Mais ce prétexte a été vidé, ou cette raison a été vidée par le processus de Washington, où on ne reconnaît pas le Rwanda comme agresseur. Non, attendez, si peut-être que On parle du droit international public qui doit motiver, rendre un jugement définitif attestant une agression sur le territoire congolais, mais la RDC a reconnu qu'il s'agit où le traque, la présence de troupes rwandaises est justifiée par la traque contre le FDLR. Non, ce n'est pas la RDC qui a accepté la présence de troupes rwandaises. C'est où j'étais en train d'en venir. Je vous dis ici que lorsque une armée franchit les sols d'une autre terre, d'un autre pays, sans coopération militaire, ça s'appelle milice. Ce sont des miliciens pour le gouvernement congolais. Ceux qui parlent justement des mesures défensives, je vous ai rappelé ici, c'est le gouvernement du Rwanda. La RDC n'a jamais dit et reconnu qu'il fallait des mesures défensives. Mais on a signé un accord. Jamais. Mais c'est comme ça que je vous dis, non? Nous sommes allés en discussion. Et en discussion, chaque partie, au regard de ses prétentions, est tenu de faire ce qu'on appelle des concessions. Ça va dans toutes les techniques de négociation. Mais ça ne signifie pas que dans les concessions que nous faisons, nous reconnaissons ici, nous avalisons la présence de troupes rwandaises. La preuve, lorsque vous lisez l'accord de Washington, lorsque l'accord de Washington, sur ces 17 points, qu'est-ce que je dis pas l'accord de Washington, la résolution 2773 que nous sommes allés arracher au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité, je rappelle ici que c'est l'organe staff des Nations Unies après l'Assemblée Générale, lorsque vous avez cette résolution qui vous dit clairement qu'il faut, la suppression de toute administration parallèle qu'il y a au niveau de terres occupées par les M23, on vous parle de cessation d'hostilité, mais on vous parle également de retrait des troupes rwandaises. Ça veut dire, politiquement, nous sommes allés justement pour dénoncer les troupes rwandaises sur notre sol. Vous n'allez pas coller ça à la RDC. Non, la RDC a dénoncé. Mais seulement, dans l'accord de Washington, il y a, comme je vous ai dit, des concessions à faire. Et là-dedans, le Rwanda a amené son alibi. Dans son alibi, il a dit que c'était des mesures défensives parce qu'il évitait... Apparemment, c'est son alibi qui est pris en compte. Non, ce n'est pas uniquement son alibi. C'est les deux prises en compte, comme je l'avais dit sur votre plateau, mais seulement chaque alibi dépend d'une phase. Si, aujourd'hui, nous parlons peut-être de la question, si aujourd'hui l'accord de Washington peine dans son exécution, parce qu'il faut le reconnaître, peine dans son exécution, c'est parce qu'il y a des préalables. Et entre autres, la finalisation de Doha. Parce que Washington renvoyait justement les discussions également de Doha. Et même, je vous fais une chronologie, pas une chronologie, je vais dire, je vous fais une corrélation. Une corrélation. Comme Paul Kagame dit ne pas être derrière l'agression qu'il y a au Congo, derrière les tueries, massacres, tout ce que vous voulez comme dénomination. Mais attendez, il n'est pas dedans, mais il se retrouve à Doha avec le président de la RDC.
La face A, vous avez Félix Tshisekedi représentant le Congo. La face B, vous avez Paul Kagame représentant le Rwanda. Le même principe, le même processus se continue avec où chacun devrait maintenant envoyer ses collaborateurs, ou je vais dire ses subalternes. Le chef de l'État envoie son gouvernement parce qu'il s'agit là de ses subalternes. Mais du côté du Rwanda, au lieu que nous puissions voir le gouvernement aussi rwandais, chose étonnante, qui est ce qu'on voit, c'est le M23. Le M23 représente les subalternes de Paul Kagame parce que le processus de Doha n'a pas commencé avec le M23 et la RDC, a commencé avec Tshisekedi et Kagame. Et donc, si chacun amène ses poulains, ou bien pas poulains, c'est beaucoup dire, si chacun amène ses subalternes, ça veut dire, par voie de déduction logique, les subalternes de Paul Kagame se retrouvent être le M23. Et donc, c'est un processus lié au processus de Washington, comme je vous le disais tantôt, que ici, bien, nous allons parler peut-être de Doha plus tard. Et je voudrais d'abord que nous puissions vous dire que rien n'est perdu. C'est un processus amorcé et qui devra justement aboutir à des finalités très claires, telles que le retrait de troupes rwandaises sur notre sol. Allez, merci. Mais à Washington, il nous a été recommandé que la suite de ces discussions devra se poursuivre dans le cadre du processus du Doha. Et de temps en temps, lorsque l'agenda de Trump ne les permet pas, c'est l'émir du Qatar qui aura la charge de réunir les deux. Peut-être c'est pour cette condition que les deux se sont retrouvés à Doha. Allez, je reçois aussi Marcel Kadimba. Piste pour l'émergence. Comment allez-vous? Oui, ça marche, M. Gédéon. Ça fait 3-4 semaines, ou bien un mois. L'invitation vous était lancée, mais vous avez un agenda un peu compliqué. Justement, il y avait d'autres occupations qui nécessitaient notre présence, mais qu'à cela ne tienne. Je vous remercie encore pour cette invitation. Mais j'ai quand même des biscuits. Je vais juste rappeler concernant la fameuse suspension qui circule dans les réseaux sociaux des 13 partis politiques de l'opposition, notamment PIST. En fait, PIST fait partie de ces 13 partis politiques. Nous avons jusque-là reçu aucun document, parce que nous avons un siège physique, une notification, aucun document. C'est-à-dire que nous considérons que cette fameuse suspension qui voudrait nous amener à la dissolution, nous la rejetons parce que nous considérons que c'est une témérité qu'on devrait stopper, parce que cette témérité pourra constituer d'autres jurisprudence fâcheuse, vous voyez, parce que demain nous aurons le pouvoir, parce que nous sommes en train de travailler pour chasser le régime en place par des moyens démocratiques. Quand nous aurons le pouvoir, il y aura cette jurisprudence-là qui va étouffer la démocratie, parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie lorsqu'on muselle l'opposition, lorsqu'on essaye, n'est-ce pas, d'abattre les partis politiques, parce qu'il n'y a pas démocratie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une autre voie discordante, c'est-à-dire que la démocratie devient une farce. Donc c'est une témérité qu'on doit stopper. Deuxième biscuit, c'est en rapport avec le passeport de notre président national. Depuis son arrivée à Kinshasa, après les conclaves... Le passeport lui a été confisqué, il ne lui est toujours pas remis. Jusque-là, il n'a pas son passeport, alors qu'il y a des appels de part et d'autre aux États-Unis, en Europe, où nos militants, nos membres cherchent à rencontrer le président national et échanger avec lui. Et on est bloqué. Il devait voyager, on est bloqué. Alors que cet acte-là, en tout cas, a frein les avancées de la démocratie, parce que la liberté de circulation est consacrée par la Constitution. Vous pouvez lire l'article 30, et il y a même des instruments internationaux, n'est-ce pas, qui soutiennent cette liberté de circulation. Je peux vous citer la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 13, je peux vous citer la Charte des droits de l'homme dans son article 12, je peux vous citer le Pacte international relatif aux droits civils et aux droits politiques dans son article 12. Et donc, lorsque on ne donne pas les documents administratifs à un Congolais qui lui est reconnu, en tout cas, ça, c'est une autre allure de la tyrannie. Donc, nous sommes en train de dénoncer. Voilà, donc si... Et nous continuons. Je rappelle à nos gens qui nous suivent de venir encore massivement adhérer à notre piste pour l'émergence, parce que nous avons une activité qui devrait s'organiser le 29 de ce mois. Il y a une structure de la commune de Kasavubu qui organise les Miloulou. Donc on sera là et nous invitons les autres de venir adhérer massivement, parce que notre parti va continuer
à exister, on ne va pas, en tout cas, baisser les bras. Donc vous n'avez rien à dire à ce que disait tout à l'heure Djagas Tejamba. En rapport, il a parlé du processus de Doha, il parle des avancées significatives. Bon, j'ai considéré que c'était une introduction pour lui. Je ne pensais pas qu'on avait déjà... Voilà. Mon co-débatteur a parlé de... Il a d'abord dit qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Bon, en tant que scientifique, si j'analyse de manière sémantique ce qu'il était disant, il a tant soit peu raison. Mais je peux tout simplement lui dire qu'il n'existe pas de crise politique, mais il existe une crise dans la classe politique en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés à vivre dans une cohésion nationale, la majorité et l'opposition. On n'est pas contraint de vivre en hostilité, parce que nous, notre devoir, il y a une loi qui nous réglemente, qui nous régente, nous l'opposition. Dans l'article 2, nous sommes reconnus, et même la Constitution dans l'article 8. Donc nous sommes là pour faire les contrepoids dans la cohésion. Et même la loi nous recommande de faire même des propositions. Maintenant, aujourd'hui, quand on muselle l'opposition... Des propositions ou de faire la contre-proposition? Non, justement. Parce que le rôle de l'opposition, c'est de faire les contre-programmes. Justement, ils peuvent être dans une déviance. Et nous pouvons, n'est-ce pas, élaborer nos propositions. Et puis nous leur disons, messieurs, là, il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait plutôt faire ceci. Et dire au peuple, vous voyez, ces gens-là n'ont aucune vision. Donc et voilà notre recette. Vous faites des contre-programmes. Justement. Mais donc nous sommes contraints de vivre en concorde nationale. Alors, lorsque il s'évertue à dissoudre l'opposition, par exemple le parti politique, le multipartisme, c'est-à-dire qu'on est en train d'assassiner. C'est cela la crise dans la classe politique. Ça, c'était un élément. Un autre élément, lorsqu'il a parlé de l'accord de Washington, nous avions dit que l'accord de Washington, c'était un acte de capitulation. On y arrivera. Ben justement. Parce qu'il a dit que la 2773 va être, je ne sais pas, implémentée concomitamment avec l'accord de Washington. Alors que, pour votre gouverneur, cher co-débatteur, c'était quoi l'opportunité de chercher un autre accord qui étoufferait la résolution qui a bien reconnu l'existence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors que si vous lisez scrupuleusement au pied des lettres de l'accord de Washington, nulle part est mentionné que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Et d'ailleurs, on a considéré les gens qui sont là, parce qu'eux parlent de l'occupation, de l'autre côté on parle de la libération. Les gens qui sont là font partie de l'opposition armée. Ça a été défini comme ça. Vous voyez? Alors, ce qui a été précédé, l'accord de la résolution 2773, cette résolution a recommandé, n'est-ce pas, a reconnu d'abord l'existence des troupes rwandaises et a recommandé qu'ils quittent immédiatement. Maintenant, c'était quoi l'opportunité d'en faire un autre qui étoufferait, non seulement, qui ne reconnaît pas l'existence des troupes rwandaises sur le sol congolais, et qui capitule nos richesses. C'est-à-dire que nous allons jouer les rôles du secteur primaire, nous extrayons nos minéraux, nous les encheminons au Rwanda, et c'est Rwanda qui raffine et qui cherche les acheteurs, notamment les États-Unis font partie des acheteurs. Donc, moi je pense qu'il devrait être cohérent. Soit rester dans la position de la résolution 2773, parce que l'accord de Washington n'offre aucune recette qui serait favorable ou soit qui bénéficierait au peuple congolais. Alors, ce qui pouvait bénéficier au peuple congolais, c'est la résolution 2773. Parce que même cette résolution 2773 n'avait aucune importance parce que nous avions l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait impliqué tous les acteurs régionaux. Tous les pays ont signé. Et même au niveau international. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils mettent l'intelligence sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Voyez-vous? Bon, comme ils ont cherché à taxer les Rwandais, ils sont en train de nous agresser, ils sont en train de tuer, tout ça. Les Nations Unies ont reconnu et ils ont pondu une résolution. Pourquoi ils ne pouvaient pas seulement rester avec cette résolution et faire du bruit pour que cette résolution soit effective, pour être exécutée? Allez, merci beaucoup. On va ouvrir le débat. Vous aurez 5 minutes d'antenne. Maître, dans la mesure où le Doha, Washington ou même la résolution 2773 ne sont pas
coercitif. Qu'est-ce qui nous rassure que tout ce processus combiné nous conduise vers l'objectif de paix que nous voulons? Merci, M. Gédéon. Déjà, je précise un élément où je pose en principe, c'est que personnellement, je n'ai jamais été partant pour une diplomatie sans la force des armes. Parce que j'estime que la diplomatie sans les armes, c'est vide. Il n'y a pas de substance. Parce que les États se respectent en fonction des forces en présence. Mais je rentre un peu sur un élément que mon frère Marcel Kadimba a dit. Il parle de la résolution 2773. Il voudrait bien qu'on s'y arrête au lieu d'aller vers Washington. Il dit Washington ne va pas dans le même sens que la résolution 2773. Non. Je pense qu'il a peut-être omis de donner un élément. Si vous lisez l'accord de Washington, je crois que c'est entre le point 5, 6 à 1. Il y a des éléments en bas. Je n'ai pas toute la précision, mais il y a des éléments en bas où on dit clairement, il est dit dans l'accord de Washington que l'accord de Washington avait pour objectif de faire progresser la résolution 2773. La résolution 2773, si ma mémoire elle est très bonne, a été signée avant le mois d'avril 2025. Je crois que c'est le mois de mars ou février, là-dedans, la fourchette. Mais cette résolution est arrivée longtemps après. Ça veut dire, je crois que c'est le mois de mai, si ce n'est pas mai-juin. Je rentre le 2 là. Cette résolution est arrivée en complément. Pourquoi c'est arrivé en complément? Qu'est-ce que je dis? L'accord est arrivé en complément, pas la résolution. C'est la résolution qui a précédé l'accord. Oui, l'accord c'est en complément. Voilà. C'est que j'ai confondu. J'ai lapsus. Hein? C'est-à-dire c'est l'accord qui est arrivé en complément. C'est comme ça que cet accord dit renforcer les mesures d'application, c'est-à-dire aller dans le même sens. Il faut renforcer les mesures d'application de la résolution 2773. C'est ce que dit l'accord de Washington. Parce qu'on peut faire la beauté de l'émission. C'est quoi la plus-value qu'on peut détecter dans l'accord de Washington qui est un peu plus supérieur, soit qui peut compléter, hein, de manière ostentatoire si vous voulez, cette résolution, cette fameuse résolution qui, pour moi, est plus éloquente que l'accord de Washington. Parce que pour moi, je pense que l'accord de Washington ne parle que de l'intégration économique, régionale, voyez-vous, et qui donne privilège au Rwanda du minerai qui ne sont pas siens. Alors, si on nommait cet élément-là, c'est quoi la plus-value considérée meilleure qu'on détecte dans l'accord de Washington, mieux que la résolution, la fameuse résolution? Ça vaut son pesant d'or. Vous dites que l'accord vient en complément. Quelles sont les insuffisances ou les faiblesses que l'accord a voulu corriger qui n'ont pas été prises en compte, par exemple, par la résolution? Merci. Je réponds d'abord à la question, après j'évolue. Voici ce qui a été fait au niveau de la résolution. Je disais ici tantôt que c'était un produit du Conseil de sécurité. Là-dedans, c'est les États qui ont voté. Ils ont donné une résolution avec tous les termes. Mais les États en conflit ici, c'est nous et le Rwanda. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Nous voulons, avoir un deal économique avec les États-Unis. Et avec les États-Unis, pour avoir ces deals, vous le savez, autant que moi, si vous avez fait les études économiques, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut parler de développement économique que s'il y a ce qu'on appelle la stabilité ou la sécurité. Ça veut dire, vous devez commencer par avoir une sécurité. La sécurité donne naissance à la stabilité politique. La stabilité politique donne lieu à l'assainissement du climat des affaires. Le climat des affaires donne lieu à l'appel aux investisseurs. Les investissements donnent lieu à l'emploi. L'emploi donne lieu à la production. La production vous amène vers une richesse. La richesse vous amène vers une croissance. Et pour tout couronner, vous allez vers un développement. Nous étions sur ces processus de négociation avec les Américains. Comment alliez-vous conclure un tel deal économique des affaires dans un climat où justement les hostilités ne prennent pas fin?
Il a fallu que l'on puisse d'abord, avant tout, assainir ces cadres-là. Voilà la raison pour laquelle les États-Unis se sont vus être invités justement dans ce que nous avons déjà amorcé. Et dans le cadre de cette invitation, les Américains ont estimé justement qu'ils devaient écouter les deux côtés, ça veut dire les côtés X et les côtés Y qui s'avéraient être le Congo et le Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes allés à Washington, aux États-Unis. Parce que eux n'ont qu'un seul objectif, venir investir en RDC. Mais c'est un État qui se retrouve être dans un conflit. La résolution à elle seule ne suffit pas pour faire taire les armes. Il faut donc d'autres pesanteurs qui seront peut-être extra-résolution pour que nous puissions obtenir plutôt aboutir à une même finalité qui est celui de la paix. Voilà donc la raison d'avoir l'accord de Washington qui, de son côté, a une plus-value, parce que la plus-value ici, c'est un accord de minerais sécurité, avec un autre État qui n'était pas pris en compte dans la résolution 2773. Je crois peut-être avoir... Est-ce qu'en abordant ces questions, on touche aux causes profondes? Justement, les causes profondes, c'est, je veux le dire, c'est large, c'est ambigu à la fois. Parce que quand on dit cause profonde, il s'agit de quoi? Exactement, concrètement. Parce que il y a d'autres qui parlent de la gouvernance. Il y a d'autres qui parlent de la légitimité. Il y a un autre qui parle de la crise identitaire. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on veut réellement soigner? Parce que, par exemple, M. Gédéon, s'il faut régler la question de la crise identitaire, ça veut dire qu'on fait allusion à une communauté bien déterminée. Est-ce que dans le cadre du processus de Washington, est-ce ce dont on a discuté, c'était l'une des causes profondes du conflit? J'ai bien dit. J'ai précisé que dans l'accord de Washington, la question qui est là, c'est une question économique. C'est une question d'affaires. Un État qui veut devenir partenaire économique de notre État parce que la guerre est essentiellement économique. doit s'assurer. La guerre est aussi économique. Ah, c'est pas qu'essentiellement économique. Je ne pense pas, parce que tous les éléments, à mon sens personnel, représentent les mêmes enjeux. Ça veut dire il y a l'élément économique d'un côté, il y a la pesanteur démographique, il y a une pesanteur de convoitise, il y a cette convoitise des religions aussi, parce qu'il y a des conflits interethniques aussi de ces côtés-là. Il y a tout ça. Et je pense que le tout constitue justement les éléments ou le nœud de la crise. Il ne faudrait pas prendre un seul élément et isoler les autres. Et je parlais ici de Washington en disant que Washington, c'est une plus-value dans la mesure où il s'agit ici d'un aspect économique entre États. Et il n'y a qu'un autre État qui occupe le sol où est censé justement avoir cet accord économique. Vous le savez avec moi qu'aujourd'hui, par exemple, la mine des Roubaïa. La mine de Roubaïa, en termes de coltan, vous produit, selon les statistiques amorcées par la République démocratique du Congo, la mine de Roubaïa vous produit 15% de réserves mondiales du coltan. Et la RDC, à elle seule comme État, vous produit 72% des réserves mondiales du coltan. Ça veut dire, cette partie-là, mine de Roubaïa, vous prend pratiquement, si pas la moitié, mais peut-être le un quart, vous voyez, de la réserve mondiale devant l'Australie, devant le Brésil. Donc, il y va de l'intérêt d'un État qui veut faire un partenariat dans ce sens avec la RDC, d'avoir le contrôle, c'est pas le contrôle, d'avoir une clarification adaptée par rapport à la question qui se pose. Et donc, je voudrais finir, je voudrais plutôt, je ne faisais que répondre à la question de M. Marcel, je n'ai même pas eu le temps de répondre à votre question, parce que vous avez dit que je réponde d'abord à la question de mon frère. Donc, je n'ai même pas répondu à votre question. Sont épuisés. Je n'ai même pas répondu à votre question. Répondez. Et ce qui est comble, c'est que tellement que je me suis plongé à la réponse de M. Marcel, j'ai même oublié la question que vous m'avez posée. J'ai dit quelles sont les faiblesses que l'accord corrige, c'était la même question. qui n'ont pas été prises en compte. Non, avant cette question-là, non. Il y avait une autre question que vous m'avez posée. Non, il avait juste interprété ma question à sa manière. Non, là c'est là après que vous puissiez parler. Okay. Avant que vous puissiez prendre la prise de parole, quand j'abordais le sujet, il m'avait posé une question. Je répondais par rapport à cette question-là. Okay. Et quand vous m'avez interrompu, il vous a complété. Donc ce qui a fait que la première question qu'il m'avait posée, je l'ai même perdue parce qu'il m'a laissé plus répondre à votre question qu'à la sienne. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Je vais vous relancer. On parle de la plus-value. Est-ce l'accord corrige quelle faiblesse? Justement, cette réponse, c'est lui qui pouvait bien répondre parce que ce sont eux. Nous sommes en train de les interpeller. Nous sommes en train de décrier leur gestion. Nous sommes en train de décrier cette situation où nous nous trouvons dans une déliquescence très avancée. C'est lui qui leur avait laissé le pouvoir, avait laissé la République démocratique tout entière. Aujourd'hui,
j'ai vraiment le mérite de dire que mon ami en face de moi, c'est un garçon brillant. Mais lorsqu'il se pose la question en disant, les causes profondes, c'est quoi concrètement? Il dit c'est un champ vaste. C'est farfelu. Mais je vais éclairer ça. Non, il n'a pas dit que c'est farfelu. C'est tellement vaste que l'on doit s'y prendre avec méthode. Je vais éclairer sa religion. Les causes profondes, par exemple, nous avions dit, en tant que piste pour l'émergence, ou soit dans le cadre de nos différentes réunions, ou dans le cadre de nos différentes déclarations, que les crises sont multidimensionnelles. Les crises sont multiformes. C'est-à-dire qu'il y a notamment la crise de légitimité. Parce que nous avions estimé que M. Félix Tshisekedi, en 2023, n'a pas été élu par le peuple. Il y a eu une élection organisée 7 jours et 7 nuits. On ne peut pas adouber cette victoire-là. Ça fait partie des causes profondes. Si je suis en train de citer, on ne peut pas adouber cette victoire-là. Donc nous, l'opposition, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais changé cette position. Ça, c'est de un. De deux, une autre crise, c'est la crise de l'insécurité. Pas plus tard qu'hier, 56 civils en Ituri ont été tués. Les Wazalendo, que nos amis essayent un peu d'ascenser, ils ont tué un paisible citoyen du côté de Walikale. Tout un village s'est vidé. Ils sont en train de causer, en tout cas, des actes de terreur inexplicables. Voyez-vous, les Ouazalais sont en train de fouetter les gens. Les Ouazalais sont en train de maltraiter les Congolais. Ce sont des indisciplinés. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas encadrés, les Ouazalais. Vous voyez, pourquoi nous avons les Ouazalais d'aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a l'insécurité à l'est du pays. Et l'est du pays aujourd'hui, pourquoi on a condamné Joseph Kabila? Parce qu'il a foulé ses pieds à Goma. C'est-à-dire que Goma aujourd'hui, si je peux emprunter les mots latins, Goma aujourd'hui c'est considéré comme terra non accepta. Et personne qui séjournerait là-bas sera considéré comme persona non grata. Voyez-vous, c'est ça la crise d'insécurité. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la crise infrastructurelle. Il n'y a plus d'infrastructures en République démocratique du Congo. Toi-même, quand nous étions au couloir, tu as dit, il n'y a plus de routes, par exemple à Kinshasa. Et je m'imagine si ni t'étais le 4+4 nous légué par Joseph Kabila sur boulevard, je ne sais pas si les gens continueraient à venir ici. C'est pas par moment exagéré de dire ça. Une autre crise. Est-ce que réellement ce sont des causes profondes? Justement, une autre crise, c'est la crise sociale, la crise économique. Les gens sont paupérisés. La crise économique, les gens sont en train de détourner massivement les caisses de l'État. Une autre crise, c'est la crise alimentaire. Il y a un rapport. Mettez-nous d'accord. Qu'est-ce qu'on attend par une crise profonde dans le contexte de la RDC? Ce sont les éléments, n'est-ce pas, qui perturbent la quiétude, n'est-ce pas, de la puissance de l'État, notamment. Je sais pas, ce sont ce que je viens de citer là, ce sont les éléments qui ne facilitent pas, n'est-ce pas, comme il avait dit, la croissance économique dans un État. Il nous a épinglé les éléments de manière achalandée qui peuvent nous amener à une richesse et au développement. Vous voyez, c'est-à-dire que dans un environnement conflictuel, il n'y a aucun essor économique. Vous voyez, notamment les crises profondes, c'est la crise de légitimité, l'insécurité, la gabegie financière, le népotisme qui est décrié aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut assassiner la démocratie en suspendant ou allant très loin, n'est-ce pas, en voulant dissoudre les partis politiques. C'est cela aussi la crise, ouais, profonde. Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'opposants, nous avons toujours soutenu le dialogue. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué et par moments nous posons la question, est-ce que ce n'est pas le régime qui est en train d'organiser la balkanisation de ces pays? En quoi faisant? Justement. Parce que, je vais vous citer les éléments. Après la prise du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, 2 mois plus tard, il a relaxé tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers du M23 qui ont été arrêtés en 2013 par M. Joseph Kabila. Ça fait de lui responsable numéro 1 de cette je suis en train d'énumérer les éléments. Renaissance. Je suis en train d'énumérer les éléments. Pourquoi cette relaxation? Parce que c'est le général Biamou qui est en train de prendre les villes et les localités actuellement. Deuxième élément, ce sont eux qui ont invité les M23 ici pendant 14 mois, empochés, logés, boîte de nuit, et ils sont rentrés. Et puis je me pose la question, peut-être l'argent qu'on leur avait donné l'autre fois, c'est ce qui a constitué le fonds de départ. Parce qu'ils ont commencé à Bunagana sans AFC. C'est lui qui leur avait donné le capital. Bobandelana Oyo. Troisième élément, j'estime qu'ils sont en train
de concocter cette balkanisation parce que M. Félix Tshisekedi, en prenant les élections, qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura une riposte vigoureuse à la moindre escarmouche. Aujourd'hui, où sont ces escarmouches-là? Il n'a jamais... C'est-à-dire que la moindre escarmouche s'est miouée en ce que nous appelons Stockholm, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui s'est vanté. Mais aujourd'hui, c'est un syndrome. Ce n'est pas par faiblesse qu'il ne veut pas frapper le Rwanda. Non, c'est pas par faiblesse qu'il ne veut pas frapper le Rwanda. C'est par faiblesse. Il a dit c'est par faiblesse. On a déjà échoué militairement. Nécessité de pacifier la région par de moyens pacifiques. Comment peut-on pacifier la région des moyens pacifiques? Parce que, vous dites que les gens qui sont là, ce sont des terroristes. Face aux terroristes, il faut riposter, il faut étouffer. Parce que Ibrahim Traoré ne blague pas avec des terroristes. Leur nature a changé. Aujourd'hui, leur nature a changé. Ils sont devenus des opposants de l'opposition armée. Si c'est l'opposition armée, si vous n'êtes pas à mesure de les frapper fort, retrouvons-nous autour d'une table, déposons-nous nos cahiers de charges et analysons et trouvons des solutions. C'est comme ça que nous sommes en train de soutenir ce dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que les prêtres ont épinglé 4 points dans leur feuille de route. Et nous, notre argumentaire, c'est dit que nous soutenons le dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que ça va renforcer l'unité nationale. Lorsque nous renforçons l'unité nationale, ça favorise, n'est-ce pas, de mettre d'accord autour des valeurs fondamentales, la démocratie, la bonne gestion, la bonne gouvernance. Deuxième élément, c'est consolider la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de piétiner la démocratie. Même les partis politiques, ils ne veulent plus que ça existe, les partis politiques de l'opposition. Troisième élément, c'est permettre à ce qu'il y ait les développements. Parce que mon ami a dit qu'il n'y a aucun essor économique dans un environnement conflictuel. Et le cinquième élément, c'est de résorber, trouver des solutions endogènes qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, à trouver des solutions exogènes. Ok, merci beaucoup. Maître Djagas Djamba, lorsqu'on parle des causes profondes, est-ce que le processus tel qu'enclenché suffisent à eux seuls pour ramener la paix et pacifier la région ou à mettre fin à l'insécurité par des voies pacifiques? Merci M. Gédéon, j'espère que cette fois-ci j'aurai suffisamment de temps. Vous avez 5 minutes. Hein? Oh là là. Vous prenez, il m'a pris beaucoup de temps. Vous prenez à 5 minutes et à 10, je récupère la parole. D'accord, mais je ne saurais pas tout répondre parce que vraiment... Vous voyez, j'ai aimé une chose. Vous lui avez posé une question simple. Il est allé dans tous les sens. Il ne sait pas définir ce qu'on appelle crise profonde. Il confond crise profonde au défi des gouvernances. C'est ça le problème. Vous voyez, quand je vous avais dit crise profonde, c'est ça maintenant le problème. C'est avec raison que j'ai insisté sur cette question. C'est quoi? Vous voyez, il va dans tous les sens. Il vous cite quoi? Il vous dit crise alimentaire. Il vous dit infrastructure. Mais ce sont les défis des gouvernances. Ça, c'est dans le monde entier. Citez-moi un seul pays où vous n'avez pas les défis de gouvernance. Si vous me trouvez ça, je déchire mes diplômes. Partout au monde. Les crises profondes, ce sont les crises qui rentrent dans le cadre de la genèse d'un pouvoir. Ça veut dire les identités, par exemple, les fractions entre sociétés, ou bien, comme vous avez dit, la crise des légitimités. Oui, ça peut être une crise profonde parce que ça va de la genèse d'un pouvoir. Mais parlons maintenant de ça, justement, crise des légitimités. Oui, je vous avais dit qu'ils vont dans tous les sens. Même là, ils ne sont pas en mesure de nous parler des crises des légitimités. Vous ferez mieux, s'il vous plaît, j'ai 5 minutes. Il y a des choses qu'il a dit beaucoup. Oui. Soyez zen, permettez. Je voudrais que ce soit pédagogique. Je voudrais que vous ferez mieux de nous définir d'abord ce qu'on attend par une crise profonde avant de continuer. Je vous avais dit ici que quand on parle de crise profonde dans leur entendement, c'est vague. On ne sait pas ça veut dire quoi. C'est à eux de nous dire ce qu'ils entendent par crise profonde. Et moi, je vous ai dit, lorsqu'on parle de la crise profonde, ici, vous voyez les termes qui sortent, c'est la profondeur. Ce n'est pas de la superficialité. Or, la profondeur découle justement du fondement, ça veut dire la genèse. C'est comme ça que je vous ai dit. Crise profonde, ce sont des crises... Des crises récurrentes qui mettent le pays à mal. Qui découlent de la genèse d'un élément. Par exemple, s'il s'agit d'un bâtiment, ce qu'on dit un élément profond, ça veut dire que c'est lié à la fondation de ces bâtiments. C'est-à-dire les questions liées à la fondation de l'État congolais. Comme par exemple la prise de pouvoir. C'est-à-dire comment vous avez pris les pouvoirs. Ça peut être source d'une crise profonde. Quand on vous parle des communautés, ça veut dire des éléments qui constituent de l'État, la population. S'il y
n'y a pas de corrélation, de cohabitation. La gestion de ressources profonde, naturelles. Par exemple, vous voyez, c'est-à-dire, c'est une question de souveraineté. S'il y a déficit de souveraineté, ça peut faire partie, mais pas des défis de gouvernance. Alors, permettez-moi de allez-y. Il parle de la légitimité. C'est comme ça que je vous dis qu'ils sont en train de tituber, ils sont en train de tâtonner. Vous ne pouvez pas ici, aujourd'hui, parler de crise de légitimité sous Tshisekedi en 2023. Si 2018, peut-être, parce que Nanga vous a dit des histoires, peut-être ça peut faire un débat, mais en 2023, vous n'avez même pas un seul élément. Il parle de 7 jours. D'abord, je vous dis que c'est faux. Les élections n'ont pas eu lieu en 7 jours. C'est un mensonge qu'ils ont concocté, comme ça, qu'ils ont répandu, qui me sort un seul document, un seul rapport, je ne sais pas d'où il veut. Hein? Parce que dans une élection, il y a le compte du pouvoir, les comptes de l'opposition, il y a également des observateurs. Je voudrais que lui me sorte un seul document qui parle des 7 jours des élections. Non, soyons sérieux. Même la Senco, qui autrefois avait toujours été contraire aux élections de la CENI, pour la première fois de l'histoire de la CENI, plutôt de la Senco, avoir reconnu les résultats conformes aux aspirations du peuple en 2023, pour la première fois avec la Senco. Mais il parle de 7 jours. Je vais là pour vous démontrer comment je vais découdre cet élément. Les élections ont eu lieu, si j'ai bonne mémoire, en 4 jours. Mais que cela ne tienne. 4 jours. S'il vous plaît, que cela ne tienne. Ne vous attardez pas là-dessus. Il y a la question à laquelle vous devez répondre. Il parle des crises de légitimité. S'il vous plaît, je dois éclairer l'opinion. Allez-y. Lorsque vous parlez des élections, en admettant même que c'est 7 jours, mais mon frère Marcel, les 7 jours d'élection n'ont pas eu lieu en faveur d'un seul candidat. Parce qu'on a l'impression que c'était en faveur d'un seul candidat. Qui a interdit au candidat des chefs de cette Kikouni d'être voté le 2e jour? Qui a interdit à son candidat d'être voté le 3e jour? Parce que ça donne quelle impression? Que le premier jour c'était tout le monde, le 2e jour Tshisekedi, le 3e jour Tshisekedi. Non, tout le monde avait la possibilité d'envoyer ses électeurs et de contrôler, c'est aussi ça votre rôle, de contrôler le processus électoral pour qu'en cas de fraude, que vous puissiez avoir des éléments à présenter devant le juge du contentieux. Et des machines entre la main des gens. Mais attendez, vous avez vu des sanctions? On a sanctionné les gens qui avaient des machines. Vous avez vu, on a sanctionné des candidats. De quelles sanctions vous parlez? Les candidats députés qui ont été invalidés. Voulez-vous qu'on parle de qui d'autre? De quelles sanctions? Il n'y a que cette sanction. Non, mais attendez. On attrape un candidat avec les machines qu'il a volées. On le sanctionne. Vous voulez quoi de plus? Dites-moi si vous avez un autre élément. Parce que la seule chose que moi je sais, c'est de les sanctionner. Et ils ont été sanctionnés. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, on sanctionne même les puissants. Un gouverneur en fonction de la capitale a été sanctionné. On n'avait jamais vu ça. La grande question, où ont-ils eu ces machines et qui sont leurs complices? Mais attendez, est-ce que la question c'est de faire un procès à celui qui a pris les machines ou bien de connaître quel avait été son sort? Ils ont été sanctionnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas compétit. La justice a triomphé sur le mal parce qu'ils ont été sanctionnés. Ça, il parle de la légitimité encore. Voilà où je ne suis pas... Je trouve qu'ils ne sont pas en mesure de parler vrai. Lisez la loi électorale. C'est l'article 52 de la loi électorale. Il y a une faiblesse, mon frère Marcel, que nous devons nous tous reconnaître. Il y a une faiblesse. Voici la faiblesse. C'est à quel niveau? La faiblesse, c'est au niveau du fait que l'article 52 de la loi électorale parle des élections d'un seul jour. Je suis d'accord avec vous. Mais cette même disposition donne des brèches, des non-verrous. On vous dit un seul jour, mais on ne vous dit pas un seul jour dans toute l'étendue du territoire. Or, ce que moi je sais, Marcel, s'il vous plaît, on dit un seul jour de 6h à 17h. On ne précise pas le même jour sur toute l'étendue du territoire. C'est 7h à 17h. Oui, mais ça peut être 6h à 17h aujourd'hui à Kinshasa, demain à Bandundu. Parce que l'esprit de la loi n'a pas mis les verrous. S'il vous plaît, ne restons pas dans ce que nous voulons. Restons dans ce qui est dit. Je voudrais ici dire qu'il faut reconnaître qu'il y a une faiblesse de la loi électorale. J'aurais aimé moi aussi que ça se fasse un seul jour sur toute l'étendue du territoire. Mais la loi telle qu'elle est conçue a laissé des vides. Parce qu'on dit un seul jour, mais on ne dit pas un seul jour dans tout l'étendue du territoire. Or, qu'est-ce qui s'est passé? À Kinshasa, on a voté un seul jour. Partout où on a voté, c'est un seul jour. Si vous me donnez un seul centre qui a voté pendant 2 jours dans n'importe quel coin, je vous déchire mes diplômes. Partout, c'était un seul jour. Mais au moins, nous aurons tous souhaité que ça se fasse un seul jour sur toute l'étendue du territoire. Je le reconnais. Mais au moins, il y a un vide que la loi... Donc, il faut commencer par renforcer la loi. Voilà. Il faut une réforme normative en matière électorale. Autre chose, il dit... Goma, on ne peut pas mettre ses pieds à Goma. Voilà encore un élément. Donc vous n'avez pas toujours encore répondu à la question. Ne passez pas tout votre temps à répondre sur ce qu'il a dit. Mais il a dit beaucoup de contre-vérités. Hein. C'est important aussi de revenir et recentrer les débats. Mais la question, pas des crises profondes, non? Non. Ma question, c'est de savoir si tous ces processus tels qu'ils menés suffisent à eux seuls pour
restaurer la paix et par des voies pacifiques au regard des crises profondes telles que c'est le cas ou tel qu'on en parle. Monsieur Gélion, je vous réponds directement. La recherche de la paix ne se fait pas de manière cartésienne. Ce n'est pas une formule mathématique. On va faire ce que ça va donner, non. Partout au monde, lisez l'histoire des guerres. L'histoire de la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée a pris 2 ans. L'Ouganda et la Tanzanie a pris 1 année. Combien de processus de paix il y a eu dedans? Non, ce n'est pas cartésien que ça fera ça, non. C'est-à-dire, on va partout où on peut se faire entendre. L'objectif, c'est d'obtenir la paix. Le Russie et l'Ukraine, ça fait combien d'années? Je ne dis pas ici que ça restera indéfini, mais ici, si je vous dis que ça finira dans tel délai ou de telle manière, je vous mens, parce que ce n'est pas cartésien, c'est politique. Et les questions politiques sécuritaires sont complexes. Si je vous dis le contraire, je serais en train de démentir. Permettez-moi, il parle de Goma, mon frère. Non, ne mentez pas. Personne ici n'est interdit d'aller à Goma. Il va me parler de Joseph Kabila. N'ayez un peu honte. Joseph Kabila, c'est de lui que vous parlez. Vous et moi, Marcel, moi, et vous et moi, nous sommes régis par la Constitution en tant que citoyens. Kabila Joseph également régi par la Constitution en tant que citoyen. Mais en tant qu'ancien président de la République, je voudrais que vous puissiez le souligner, Kabila n'est pas régi par la Constitution. Il est régi par une loi spéciale. La loi qui organise les statuts des anciens présidents. Et même cette loi lui dit quoi? C'est où vous devez dire au peuple la vérité. Cette loi lui dit ceci. L'article 4 et 5 donne 4 devoirs à Kabila. Patriotisme, dignité, réserve et loyauté. Que signifie les devoirs de patriotisme et loyauté? C'est défini dans la loi. On dit qu'il doit fidélité sans faille aux institutions. En RDC, nous avons 4 institutions. Président de la République et les restes. Ça veut dire, la loi voudrait que Kabila ait fidélité à l'institution président de la République sans faille. C'est ce que la loi dit. Comment vous m'expliquez, monsieur Marcel, quand la loi vous impose la fidélité sans faille aux institutions, notamment l'institution président de la République, vous vous retrouvez aux côtés de ceux qui combattent et veulent renverser le président de la République pour qui la loi vous impose la fidélité sans faille? Comment vous me l'expliquez? Deuxièmement, comment vous m'expliquez le fait que Joseph Kabila, ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, dans ce pays, hein, Joseph Kabila, le bloc avec lequel il fait souvent le Congo, notamment José Makila, vous dit clairement que c'est Joseph Kabila qui a demandé aux autres de ne plus continuer d'avancer, de ne plus combattre. Dites-moi, par quel mécanisme on peut interdire à ceux qui ont pris les armes et de leur manière, avant que toi tu n'arrives, avec leurs objectifs, de ne plus combattre, de stopper parce que tu n'es pas l'un d'eux. Alors que vous savez avec moi que Goma est tombé en janvier, et Bukavu, je crois, fin janvier ou début février, Kabila arrive là-bas, je crois, en avril ou en mai. Ça veut dire que depuis tout le temps, il était en contact avec eux. Troisième élément, comment vous m'expliquez? Lorsque les assaillants prennent les terres, ils organisent ce qu'on appelle la police des frontières. Si Kabila est arrivé à Goma, ça veut dire qu'il a été en contact avec la police des frontières. Laquelle? Celle des terroristes, pour qui la loi lui impose la fidélité sans faille à l'institution président de la République. Et je termine avec cet élément ici. Joseph Kabila, pris en charge par la République, selon l'article 5 du règlement intérieur du Sénat, ça veut dire qu'il a tous les droits liés au sénateur, notamment la sécurité. Joseph Kabila est censé être sécurité par l'État congolais. Comment vous m'expliquez que Joseph Kabila se déplace à Goma et est sécurisé par une armée hostile aux institutions pour lesquelles la loi lui impose une fidélité sans faille? Non, frère. Votre cas et moi n'est pas le même avec Joseph Kabila. Lui, la loi lui impose. C'est que moi, vous et moi, on n'impose pas. Ne comparez pas. Si vous allez à Goma aujourd'hui, personne ne va vous sanctionner. Parce que c'est la RDC. Citez-moi un seul Congolais qui a été sanctionné pour avoir été à Goma. Joseph Kabila. Merci. Je vous ai démontré, ça ici. La parole tourne. Vous avez le même temps d'antenne, voilà. 10 minutes donc. Je pense la recette qui prime et qui est sur table et pour laquelle tout le monde semble être favorable, c'est laquelle? Est-ce Doha aujourd'hui, tel qu'on suit l'évolution et quand même on lit l'accord cadre entre l'AFC M23 et Kinshasa, on a les assurances de sortir vraiment de cette situation qui nous tient à la gorge? Ouais, je vais amener cher maître d'aller déchirer. Je n'ai pas fini, hein. D'aller déchirer ses diplômes. Ok. Pourquoi il va déchirer ses diplômes? Le rapport. Parce que non, il a contredit ce que j'étais disant comme crise profonde. On était en train de parler de crise profonde. Mes diplômes, j'ai parlé des élections de 7 jours. Ok, ça, c'est-à-dire que les diplômes ça n'a rien à voir avec. Il n'y a pas de problème. Les diplômes sont sécurisés. Les diplômes sont sauvés. Mais je vais essayer un tout petit peu d'éclairer la région du maître. Maître, la définition que vous avez donnée là, je pense que vous l'avez peut-être ramassée à l'INBTP.
Parce que vous avez fait allusion d'un immeuble, ainsi de suite. Justement, la genèse. Il y a une différence. Il a ramassé ça. À l'UNDTP. Il y a une différence caractérielle. Je suis sérieux. Il y a une différence caractérielle entre les causes profondes et les crises profondes. Il ne faut pas confondre les causes et les crises. Nous étions en train de débattre sur les crises. Une crise, c'est une rupture brutale. Une crise, à ne pas confondre aux causes. Parce que quand vous avez épinglé, vous avez accepté seulement, vous avez adoubé seulement la légitimité. Parce que la légitimité, parce que c'est la genèse. Non! Ce qui a fait à ce que Félix Tshisekedi soit au pouvoir, c'est grâce aux élections. Si on peut parler maintenant négativement, parce qu'on parle français, on ne peut pas parler grâce quand il y a un échec, on va parler à cause justement, quand il y a un échec. C'est à cause, n'est-ce pas, des tripatouillages qu'il y a eu lors des élections, qu'il est aujourd'hui comme chef de l'État. Je ne sais pas si vous êtes omniprésent. On a tous suivi que les élections ont été organisées 7 jours et 7 nuits. Et dans différentes contraintes. On a tous suivi. Même Kabouya. Kabouya, n'est-ce pas, n'a-t-il pas dit que vous, lorsqu'il y avait des remous entre lui et ses sbires, soit dans leur état-major politique, n'est-ce pas, lui avait dit que les gens qui me combattent aujourd'hui sont députés nationaux grâce à ma signature, oui ou non? Parce qu'ils ont eu des machines à voter. C'est cela que nous sommes en train de décrire. Ce qu'on s'en a pour la nuit. Non, mais s'il vous plaît. Justement, j'étais en train d'appel à votre élégance. Il m'avait demandé aussi quelque chose, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que je lui avais accordé. Mais accordez-moi, non. Il m'avait demandé aussi dans mon temps d'antenne. Oui, je vais vous l'accorder. Je vais vous donner un élément. Non, non, c'est important qu'il le fasse maintenant et vous allez répondre. Non, il dit, Kabouya a dit, parce qu'ils sont dépendus par ma signature. Justement, tous les députés qui ont été envoyés à la CENI, c'est par la signature de Kabouya, non? En tant que qui? En tant que candidat député. En tant qu'institution ou Non, non, il ne parlait pas dans ces contextes. Non, non, vous voyez maintenant. Ils sont élus grâce à ma signature. Parce que vous commencez à présenter Kabouya comme institution. Non, je ne en tant qu'institution ou en tant que je n'ai rien à voir avec Kabouya. Mais quand Kabouya dit qu'ils sont devenus députés grâce à ma signature, il ne ment pas. Tous les mêmes chez nous au MLC, tous ceux qui sont c'est la signature de celui qui a mandaté, non? Il signe pour qu'on puisse accepter vos candidatures comme candidat député, non? Sans sa signature, vous serez récalé. Il fallait des députés de l'UDPS. C'était pas dans ce contexte, non? Lui-même, il parle de l'UDPS. Non, non. Vous êtes entré dans sa tête, vous avez déniché les contextes. Lui-même a dit, ça a été. Mais il a dit c'est il n'y avait pas de fibologie dans ces verbatim, mon frère. C'est terrible. Continuons. J'étais disant que la crise profonde, c'est un déséquilibre majeur. C'est-à-dire c'est une rupture brutale. C'est comme ça que j'ai cité l'insécurité. C'est une crise profonde. Pourquoi vous refusez? Non, non, frère, continuez. Il y a insécurité aujourd'hui, et aujourd'hui vous décriez qu'il n'y a pas orthodoxie financière, il n'y a pas la bonne gestion économique, tout simplement parce qu'il y a rupture de gestion économique. Il y a insécurité. J'ai cité la crise alimentaire. Fait aussi partie, n'est-ce pas, des causes profondes parce qu'il y a des gens qui souffrent avec une malnutrition aiguë à l'est du pays. Vous voyez, c'est ça le contexte que j'ai donné. D'ailleurs, c'est ça le contexte de la crise profonde. Ce n'est pas ce que vous étiez en train de dire, c'est ça. Ce que vous étiez en train de dire, c'était les causes profondes. Mais parlons de causes qui ont fait que l'AFC M23 prenne des armes contre la République. S'agit-il de quelle cause? S'agit-il à cause des infrastructures ou à cause de la crise alimentaire ou à cause de la mauvaise distribution des richesses du pays? Justement, c'est-à-dire sans être membre de l'AFC M23, j'avais suivi quand même à travers les réseaux sociaux le verbatim quand ils justifiaient la prise des armes. Ils ont parlé de la crise de légitimité, ils ont parlé de la mauvaise gestion, la bonne ou la mauvaise gouvernance. Il y a la mine. Crise de légitimité aussi. Crise de légitimité. Il a parlé des Samines. Je n'ai pas suivi Samine. La mine qui lui a été arrachée. Ça, je n'ai pas suivi. Moi, j'épingle. C'est une interview récente qu'il a accordée à une. S'il faut prendre les éléments objectifs, je retiens la légitimité, la crise de légitimité, aussi la crise dans le sens de la bonne gouvernance. Parce qu'il y a crise dans la bonne gouvernance lorsqu'il y a une séparation nette entre l'orthodoxie de gestion, n'est-ce pas, et la médiocrité. Est-ce qu'il est à prendre au sérieux quand il dit ça? Quand il dit tout ça, Nanga est-il à prendre au sérieux? Parce que c'est lui-même qui a proclamé Félix Tshisekedi dans 2018. À partir de quel moment ou de quel instant Tshisekedi est devenu illégitime? Il me fait porter les chapeaux comme si moi j'étais communicant
de l'AFC M23. Parce que là, quand vous m'attaquez, non, et j'essaie de répondre, ce n'est qu'une question. Les services sont en train de suivre. Vous n'êtes pas porte-parole de l'AFC l'AFC M23. Voilà, il est en train de faire les éloges, tout ça, et défendre l'AFC M23. En tout cas, épargnez-moi. La question, c'était, quelle est l'assurance? Est-ce que nous avons l'assurance avec ce qui se passe à Doha? S'il faut aller... Non, répondez d'abord à cette question. J'ai vu cette question-là. Je vais répondre à la question principale. Vous m'aviez parlé des assurances qui peut offrir Doha. Je pense que dans d'autres émissions, j'étais vraiment éloquent là-dessus. J'avais dit que cette histoire qui se passe à Doha, c'est une nébuleuse qui va accoucher d'une souris. Et symboliquement, je déchire d'abord pour te dire que je n'ai jamais adoubé tout ce qui se passe à Doha. Je déchire symboliquement ce qui se passe à Doha. C'est une nébuleuse, pourquoi? Parce que, entre les parties prenantes, cette histoire de méfiance réciproque persiste toujours. C'est comme ça que j'emboîte les pas. J'ai joué ma voix à la feuille de route de l'Église catholique, 5 ans. Parce que lorsqu'ils avaient dit qu'il faudrait qu'il y ait un mois de paix, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse quand même des gestes de confiance entre parties. Ils avaient signé précédemment le cessez-le-feu. Ils avaient signé précédemment la relaxation des prisonniers politiques. De l'autre côté, je ne suis pas leur défendeur. Si vous suivez, ils vous disent qu'ils avaient déjà relaxé leurs prisonniers. Mais ici, aucun geste n'a été manifesté. C'est-à-dire que, et puis, le cessez-le-feu n'est pas obtempéré. Parce qu'il y a d'autres localités qui sont en train de tomber jusqu'aujourd'hui. Donc, cette histoire de Doha va accoucher d'une souris. C'est une sorte d'énigme qui consacre des efforts stériles. Nous devons redescendre sur terre. Il y a une feuille de route. Les efforts du gouvernement des stériles. Papa, et même les gens qui sont en train de signer là n'ont pas qualité. Est-ce que vous savez qu'il y a une résolution à l'Assemblée nationale qui proscrit, n'est-ce pas, les échanges avec ceux qui ont été qualifiés comme terroristes? Est-ce qu'on a déjà revu cette résolution-là? Mais qui les a qualifiés les terroristes tout d'abord? Mais la résolution à l'Assemblée nationale. La résolution à l'Assemblée nationale. La résolution n'a pas permis à ce que le gouvernement puisse prendre langue avec les gens de M23 parce qu'ils ont été qualifiés comme des terroristes. Cette résolution existe juste aujourd'hui. C'était politique. Oui, mais cette résolution c'était politique. Parce que le temps, en tout cas, les faits nous démontrent le contraire aujourd'hui. Les actes que pose le M23 ne relèvent pas du terrorisme. Nous sommes en train vraiment de faire un effort, de parler trop vite pour capitaliser le temps. Donc, j'étais disant que ce qui se passe à Doha va accoucher d'une souris et nous, opposition, comme piste pour l'émergence, je peux dire, je peux engager mon parti, on n'adoube pas ce qui se passe à Doha. Nous pouvons peut-être accepter, et d'ailleurs nous acceptons, c'est que nous proposent les confessions religieuses. Il y a une feuille de route et nous avons nos agendas, nous pouvons trouver un terrain d'entente et trouver des solutions congolaises entre nous. On n'a pas besoin d'aller à Doha parce que je vous avais dit l'autre fois que à Doha, les Qatar, les Moyen-Orient, là, tous ces pays-là, ce sont des portes je dirais, ce sont des portes de renseignement des États-Unis. Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Et ça, c'est sans jambage. Le Qatar investit partout, même aux États-Unis. C'est pas qu'au Rwanda. Pas vraiment en République démocratique du Congo. Au Rwanda, l'érection de l'aéroport international de Kigali, c'est le Qatar. Le Qatar a beaucoup investi. Et Qatar mais il faut des partenariats gagnants-gagnants. Au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que nous sommes réputés, n'est-ce pas, détourneurs, corruptibles. Et c'est un ministre des Finances qui a dit, sans vergogne sur la place publique, que lorsqu'il y a l'argent des projets, on se distribue d'abord et puis on va réfléchir projet après. Quel est cet investisseur sérieux qui pourra venir avec son argent donner en République du Congo? Je ne vois pas. Donc, c'est une nébuleuse qu'on doit déchirer et nous soutenons les initiatives portées par les confessions religieuses. Allez, merci beaucoup. Vous avez 3 minutes pour conclure. Qu'est-ce qui bloque Doha en ce net moment? Et puis, les dialogues national inclusifs. Kinshasa, s'est-il déjà inscrit dans cette démarche de vouloir dialoguer, recréer la cohésion nationale afin de bousculer les forces rebelles qui écument les richesses du pays dans l'Est? Le gouvernement, le président n'a jamais été contraire à une vision, il faut rassembler les Congolais. Je vous avais dit au début que le chef de l'État avait amorcé les consultations. C'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Mais seulement, nos amis de l'autre côté commencent à comprendre que le dialogue ne pouvait être convoqué que par le président de la République, à sa guise et à sa manière. Non, non. Lui et moi, nous avons coulé dans notre constitution. L'article 69 clairement dit ceci. Que c'est mon temps de parole. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Ça veut dire, ce n'est ni les pasteurs Cholet, ni les pasteurs Ambongo, ni les pasteurs Ejiba, ni les pasteurs Bokundwa ou l'imam des musulmans, s'il n'y a que le président. Maintenant, on commence à comprendre que ça doit être fait autour du président et convoqué par le président, au format du président. Parce que c'est qu'est-ce qu'on veut? On dit on veut repousser l'agression, la menace contre le pays, non? Alors faisons bloc pour bouter les ennemis dehors. Donc, ça doit être sous un commandant. Or, pour bouter l'ennemi dehors, ça s'est fait avec le FARDC, les militaires, n'est-ce pas? Comment peut-il être jugé parti? Non, c'est conflit. où je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas en conflit avec les Congolais. Nous sommes en conflit avec ceux qui veulent envahir notre terre. Mais on acquise Nous le sommes pouvoir, en le conflit régime, avec d'avoir orchestré, il a dit tout à l'heure, Tshisekedi semble en tout cas légitimer cette balkanisation des faits qui se vit sous nos yeux. Bon, Tshisekedi va légitimer la balkanisation, mais c'est le premier, pour la première fois dans l'histoire de nos conflits avec le Rwanda, amener le RDC à obtenir une résolution qui condamne nommément le Rwanda. Vous n'avez jamais eu ça? Et la suite? Non, attendez. Vous me dites balkanisation. Comment on peut vouloir de la balkanisation, amener au Conseil de sécurité une résolution qui condamne nommément le Rwanda pour la première fois de l'histoire de ce pays? Ça n'avait jamais existé. En 1996, on a eu une résolution qui condamnait l'agression. Mais qui cite nommément le Rwanda, ça n'avait jamais existé. L'accord cadre d'Addis Abeba. S'il vous plaît. On parle ici d'une résolution du Conseil de sécurité, s'il vous plaît. Ok. Hein? Donc, vous comprenez ici que ce n'est pas un homme qui est dans ces schémas-là. Et le dialogue dont vous faites allusion, moi j'aime bien le dialogue. Mais voilà, il a cité plein d'éléments ici. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Il parle de la gouvernance. Moi je voudrais bien qu'on puisse dialoguer sur des questions de gouvernance et non sur les questions de partage de postes. Le poste, vous l'obtiendrez par les élections. Gouvernance, ok, tel que moi. Je voudrais bien qu'on puisse revoir nos matières d'enseignement avec nos enfants. Parce que je trouve anormal que jusqu'à ce jour, vous avez le cours des langues telles que les Français avec 50%, civisme 10% ou 5%. C'est anormal. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui des gens qui vous parlent un très bon français, mais des très mal éduqués. Ça, il faut revoir. L'histoire de mon pays. Je partage entièrement. On vous enseigne Napoléon Bonaparte, Louis XIV. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. Mais ils ne connaissent pas Kimbangu, ils ne connaissent pas Kimpavita. Lumumba, il ne connaît que la date de sa mort et de l'indépendance. Ça s'est arrêté. Et là. la mémoire collective. Il ne connaît pas. Je voudrais bien, par exemple, pour des questions de gouvernance, si vous voulez qu'on discute, discutons par exemple sur les SMIC des travailleurs. Le travailleur aujourd'hui, est-ce que le SMIC est respecté? La sous-traitance doit être réévaluée. Voilà des questions, parce que vous dites que vous nous reprochez la gouvernance. Allons sur des questions de gouvernance et de développement, mais ne venez pas sur des questions, il faut partager les postes. Vous voulez quel poste? Allez aux élections, gagnez et puis obtenez le pouvoir politique. Le pouvoir politique, ce n'est pas dans les négociations qu'on les obtient, c'est dans les élections. Permettez-moi dans mes 1 minute qui reste. Voilà encore. Non, vous êtes déjà à la fin. Oui, c'est à la fin. Mon frère, retenez. Vous n'avez plus de minutes. Je n'ai pas dit retenez, mais comprenez un élément important. La crise de légitimité dont vous faites allusion. Moi, j'aurais aimé que vous dites, voilà, je sais qu'il n'avait pas été élu en 2023 en fonction de ça. Vous n'avez aucun élément. D'ailleurs, la preuve, ils disent que Tshisekedi n'avait pas gagné en 2023, mais ils sont incapables de nous dire qui avait gagné. C'est paradoxal quand même. Mais vous, l'accord, personnellement, l'accord de Doha vous arrange? Non, je l'ai dit ici. Regardez, l'accord de Doha. Il y a 2 éléments, 2 termes que moi, j'ai trouvé bizarre. Pas bizarre, mais j'ai trouvé sans contenu. On parle d'un côté de la restauration progressive et puis on parle de protocole ultérieur. Ce sont les 2 termes, progressive et ultérieur. C'est comme ça que j'ai dit, c'est un accord de plus avec un français de plus, mais avec un contenu vide. Moi, je l'ai dit, c'est vide. Et donc c'est un accord pour endormir. Pourquoi c'est vide? De parti. Pourquoi c'est vide? Parce que le président vous disait ici, eux ne croyaient pas. Il vous disait que tous ces terroristes de M23 n'avaient pas de revendications nobles et que leurs fonds étaient vides. Comment une coquille vide peut vous produire des revendications avec contenu? C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu que c'est vide en fait. Parce qu'en fait, les revendications sont vides. Le président,
Je me souviens, s'il se rappelle, le président du Burundi, Ndayishimiye, il avait dit qu'il est même arrivé pour entrer dans ces conflits, pour voir comment est-ce qu'il pouvait aller en cantonnement. Parce qu'en cantonnement, on peut au moins déterminer qui est congolais, qui ne l'est pas, et quelles sont les revendications de chacun. Mais ils ne veulent pas aller en cantonnement, ils prennent les armes. Ça veut dire, en fait, ils savent que les forces qui combattent la RDC sont extérieures aux forces congolaises. Si leurs revendications ne tiennent pas ou ne sont pas légitimes et défendables, pourquoi vous nous signez? Je soutiens l'idée, je soutiens l'idée que nous devons amorcer, continuer avec nos voies diplomatiques, notamment avec l'accord de Washington, avec la résolution 2773, mais également avec les coopérations militaires susceptibles justement de mettre hors d'état de nuire toutes les puissances étrangères, parce que dans ce pays, c'est que peut-être mon frère n'imaginait pas, ce n'est pas le Rwanda en fait, hein, comme seul État qui nous agresse. En fait, le Rwanda comme ça n'a pas la possibilité de vaincre un État comme la RDC militairement. Derrière le Rwanda, il y a des lobbying, il y a des réseaux que moi j'ai découvert avec des éléments documentés que malheureusement en tant que des éléments des secrets de défense, il y a aussi l'Ouganda, que vous ne citez jamais, l'Ouganda qui est le parrain de votre président national, que vous n'avez jamais cité, malheureusement. Je réponds. Vous êtes à la fin. Est-ce que je réponds? Parce que vous m'avez posé encore une question, une sous-question. Je dois répondre dans une autre émission. Voilà, il nous reste quelques poussières de Vous avez 5 minutes aussi pour conclure. Je n'ai pas fini, rapidement. Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Cher maître... Maître, il est habitué au prétoire. Voilà. Mais il faudra une émission de 2 heures. Je n'ai pas fini. Alors, qu'est-ce qui bloque Doha? Il dit tout à l'heure que le rebelle de l'AF-23 n'ont aucune revendication concrète et légitime. Comment ils ne peuvent pas avoir des revendications légitimes et concrètes? Laissez-moi d'abord le rencontrer un tout petit peu, parce qu'il a dit que l'article 69 consacre au président de la République les symboles. Je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais nous disons que Félix Tshisekedi, faisant partie du conflit, c'est lui le problème, parce que nous le considérons aussi comme problème, ne peut pas quand même initier un dialogue heuristique où lui-même et le roi Manitou, il nous dicte la loi et nous nous disons Amen. Non, nous on n'est pas ses adeptes. Voilà. Et le roi Manitou, c'est le roi Manitou. Vous êtes fort à des parce termes. qu'il a parlé aussi que nous envisageons le dialogue tout simplement parce que nous voulons les postes. Non, on ne fait pas les postes. Tu as bien épinglé, tu as dit que voilà, il faudrait que ce soit sur la bonne gouvernance. L'arsenal juridique dans ces pays, nous avons toutes les bonnes lois. La mise en branle de la bonne gouvernance n'est pas tributaire des lois, mais des personnes qui animent les institutions. Vous avez épinglé une question très importante. Par exemple, vous avez cité un exemple, par exemple, la loi sur la sous-traitance. Vous voyez, il y a une loi de la sous-traitance, nous laissée par Joseph Kabila, qui cristallise, n'est-ce pas, la classe moyenne. Parce que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes comme une société en sablier. Vous voyez? Nous sommes comme une société en sablier. La classe moyenne n'existe quasiment pas. Mais les législateurs ont déjà répondu à cette question. Nous avons une loi de sous-traitance qui donne privilège d'ailleurs aux Congolais. C'est comme ça que vous voyez les Katangais, notre frère là, il est un peu dynamique, qui est le DG de l'autorité. Respect. Voilà. Il y a une loi de 2007 qui répond déjà à cette question. C'est-à-dire que le problème n'est pas le problème des lois, n'est pas le problème des textes, c'est le problème des individus. Nous avons affaire à des individus qui sont venus au pouvoir comme une météorite tombée du ciel, sans vision, sans programme. C'est de cette histoire que nous sommes en train d'attaquer. Nous voulons qu'il y ait des dialogues. Pourquoi? Ce n'est pas pour les postes, chers maîtres. C'est pour baliser les chemins, pour que l'histoire de 7 jours et 7 nuits ne se répète plus. Pour que celui qui va gagner les élections, gagne les élections de manière légitime et qu'il soit proclamé à la Cour constitutionnelle de manière légale. Pas une cour constitutionnelle caporalisée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la Cour constitutionnelle actuelle est composée selon la volonté de M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous, ça ne répond pas aux normes comme les recommande la Constitution. Voyez-vous, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, si nous voulons le dialogue, c'est pour cristalliser la démocratie et non cristalliser
n'est-ce pas, des patrouillages, des tripatrouillages dans l'élection, échafauder dans la démocratie, créer je ne sais pas quoi, distribuer des machines à voter. En tout cas, c'est mais tout ce on que nous dit ne si voulons dialogue pas. il y en aura à ces conditions et au À ces format qu'il conditions. aura choisi. Non, nous rejetons cette hypothèse. Nous ne pouvons pas aller au dialogue aux conditions de M. Félix Tshisekedi. Lui n'est pas le roi Manitou. Il n'est pas le Moulopoué. Nous sommes dans la démocratie. Il est parmi les acteurs qui causent des problèmes dans ce pays. C'est lui qui amène notre pays dans les tréfonds. Il est arrivé au pays sans vision, sans programme. Il est incapable de concevoir un projet et le terminer. Il peut me citer un projet conçu par M. Félix Tshisekedi et qui a pris corps et qui a été achevé. Comme c'était le cas de 5 chantiers, nous avons des routes. On faisait des mois pour aller à Kikwit, on faisait des mois pour aller au Congo central. Il n'y avait pas à Pont-Louange, vous voyez les 4x4, vous voyez. Ça, c'est l'expression des 5 chantiers. Quel est le projet conçu par M. Félix Tshisekedi, réalisé et qui a pris l'érection? Il n'y a aucun projet. Est-il arrivé au pouvoir sans vision, comme une météorite tombée du ciel? Quel projet conçu et mis en œuvre par Félix Tshisekedi? Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. C'est impossible. Par élégance que Trois questions, je vais répondre à 30 secondes. Cette question. Non, c'est par élégance. En tout cas, le mieux, c'est que j'ai des annonces, pas des annoncés. Vous pouvez dire beaucoup en peu de temps. Non, 30 secondes, c'est impossible avec 3 questions. C'est impossible. Parce que si vous dites, il dit par quel projet, il faudrait que je détermine quel secteur. Par exemple, sur les secteurs, si je veux parler de la tourisme, culture, sport et tout le reste, au moins dans ce pays, pour la première fois, nous avons ici que vous avez appelé jeu de la francophonie. On a conçu, on a terminé. Ça c'est au moins terminé. Si je parle du secteur d'infrastructure, que je vous cite les nombres d'écoles construites, que je vous donne le nombre de routes construites. Si je, vous savez, j'ai dit non. Comme si je peux comme ça citer un à un. Ensuite, ça change maintenant. Vous avez dit un projet commencé et terminé. S'il vous plaît. On a amorcé la question de la relève militaire, où il fallait avoir des actifs, des actifs, des retraités, des paramilitaires et des réservistes avec la loi sur la programmation militaire. C'est en marche. Il faudrait que je cite encore, si vous voulez, je peux encore continuer de citer. On va au niveau des routes, parce que vous voulez de routes, ok? On peut parler des routes? Moi, je ne vais plus parler. Non, c'est comme ça que je dis. Moi, je dis un élément conçu. Vous êtes avec un élément commencé. Vous êtes avec Tshisekedi. Bon, ça va. Quel est sa vision? Un élément conçu. Un élément qu'on a conçu. Sa vision. Oui, connaissez-vous sa vision? Mais il vous l'a toujours dit, non? Quelle est sa vision? Quand il vous parle, quand il vous dit que lui, son objectif à lui, c'est le progrès social. Créer des millionnaires. Non, le progrès social, c'est ça la la vision. vision. On va créer des millionnaires. Attends, quand on dit... On nous avait présenté un monsieur qui nous a vendu... J'ai dit progrès social, vrai ou faux? Progrès social signifie quoi? Avons-nous déjà réussi à créer des millionnaires? Progrès social signifie quoi? Parce qu'on nous a présenté un monsieur qui a affirmé... Apparemment, créer des millionnaires en 2 semaines. Ça va, progrès social, hein? Progrès social. On vit le progrès social. S'il vous plaît, progrès social. Les militaires, leurs soldats ont été doublés. Les fonctionnaires, leur salaire, pour certains à 30%, pour certains les primes, allez vérifier aux affaires étrangères, les primes sont arrivées à la majoration de 74%. Progrès social, pour la première fois dans ces pays, moi j'ai vu un produit de première nécessité connaître une hausse des prix stabilisée et puis réduction, c'est le carburant de 3500 francs à 2400 francs. Mais c'est rare, on en trouve ça où? On en trouve où? Le carburant, c'est 2400 maintenant, non? On en trouve où? Le carburant? Ouais. Non, attendez, on parle d'une chose on parle d'une chose. Vous parlez de la pénurie ou vous parlez du coût? Parce que là où on trouve, c'est à 2400. En dollars, c'est combien? Ça fait combien? Parce que tout est calculé en termes de dollars. Des devises. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller sur un élément? Parce que si vous continuez, c'est un enchevêtrement d'idées et rien n'est conçu, rien n'est terminé, rien n'est achevé. C'est des idées inachevées. J'ai parlé ici des progrès sociaux. Moi, des progrès sociaux, non. Je vous donne des cas, maintenant vous m'interrompez. Je peux continuer avec les progrès sociaux. Et lui, mon frère Marcel, dans notre pays, vous pouvez aller vérifier les chiffres. Hein? C'est au niveau de la CECOP. Les enseignants sous Kabila, on les a laissés avec une moyenne, la moyenne des salaires à $90. C'est à la CECOP. Aujourd'hui, c'est à $207. Vous pouvez aller vérifier, je n'invente rien. Les mères
rapport au pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça représente? Le pouvoir d'achat, c'est en Allez. fonction de ce qu'on appelle panier de la ménagère. Et puis même C'est de ça que je parle. Le panier de la ménagère, c'est en fonction de ce que vous aviez comme revenu et ce que vous avez maintenant. Si vous avez à 150 000 francs, aujourd'hui vous avez 450 000 francs, est-ce que votre panier de ménagère n'a pas bougé? Nos amis ici, que Kabila a tué avec son opération Likofi avec Kanyama, on les a amenés là-bas au service national. Ils touchaient 60 000 francs, aujourd'hui ils sont à 3 millions de francs congolais. Ça, c'est toujours rien n'est conçu. Vous êtes resté pantois. Voilà. Vous êtes resté pantois. Il vous a. Vous me donnez des questions. Et il vous a personnellement convaincu. Mais est-ce que je peux continuer à donner? Parce que les éléments, il y en a. Je ne suis pas convaincu parce que quand vous parlez de la solde des Mais ce militaires. n'est pas fini. Quand vous parlez de la Je solde des peux militaires. continuer. Non, restons d'abord sur la solde des militaires. La solde des militaires n'a pas été augmentée. Ça a été ajusté. Réajusté. Parce que, oui, à l'époque de Kabila. Mon frère. Moi, je suis un enfant des militaires. Kabila n'avait jamais ajusté la solde. Moi, je suis un enfant des militaires. Oui. Par rapport au taux d'échange, je suis en train de dire. Je suis enfant des militaires. Oui, après? Un caporal touchait 190 $. Quoi? Et 190. Non, attendez. Non, 215 $. 190 000 francs équivalait à 215 $. Autour de nous. Non. Équivalait à 215 $. Mon frère. Et aujourd'hui, donnez-moi la source. Mais moi, je suis le fils d'un La source, vous n'êtes pas la source. On peut vérifier où? C'est ce que vous dites. Moi, je donne la Mais à source. la banque. Où? Quelle banque? Même à la banque. À la banque, on va vérifier les salaires militaires. C'est pas possible. À la banque, on va vérifier les salaires militaires. Mais Ils sont pris en charge. Ils sont pris. Les militaires sont Vérifiez d'abord, leur budget, leur ligne budgétaire. Allez au niveau de l'état-major général. Ce n'est pas à la banque. Les banques sont des privés. Les banques sont des privés. Permettez-moi. Je suis pas. Moi, je suis en train de. Les caporales, 215 $ sous Kabila. Caporal 190 000 francs. Caporal, 190 000 francs équivalait à 215 $. C'était les caporales de quelle armée? De quelle unité? La police. Non. De quelle unité? Mais de l'armée congolaise, quelle unité? Vous me donnez quelle unité? Vous me donnez quelle unité? 215 $. Moi, je suis l'enfant. Donnez-moi la source. Un militaire. Vous n'êtes pas la source. Donnez la source. 190 000 francs congolais. Moi, je vous donne les sources. Oui ou non? Non. Donnez la source. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mais donnez la source, non? Vous touchez combien? En francs congolais, on ne parle pas de dollars. En francs congolais. Moi, je ne connais pas. Vous, donnez-moi la source. Moi, je suis l'enfant des militaires. Je suis Source enfant des militaires. Il touchait 190 000 francs. Moi, je suis l'enfant du directeur de l'ONATRA. À l'époque de Kabila, un directeur de l'ONATRA touchait 20 francs. Vous y croyez? Vous voyez? Alors, 20 nous francs. parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Donnez la source Tu es en train de de perturber, vérité. tu es en train de Parce que les gens me suivent. Tu es en train de Vérifions, c'était où? Moi, je vais Même les militaires, donner la source. les militaires qui sont en train de nous suivre sont d'accord avec moi. Non, donnez la source. Moi-même, Tout le monde n'est pas militaire. Je parle de mon père. Je vais lui demander de la source. Merci. Je parle de mon père. Continuez. 190 000 francs congolais équivalait à 215 $. Et aujourd'hui? Et c'est moi qui retirais cet argent. Frère, C'est moi qui retirais cet argent. Et aujourd'hui, on a juste ajusté. frère, laissez. Si vous calculez, aujourd'hui, les codes des sols, comme on a doublé là, c'est approximativement 200 $, tous ces frais. Ce n'est même pas 215 $. Caporal. C'est-à-dire qu'ils sont en deçà. Moi, Les gens vont vous lapider. Moi, Merci. je suis en train de dire la vérité. Allez. Oui. On est arrivé à la fin. Voilà. En ce qui concerne la suspension de notre parti. Non, on est arrivé à la fin. On a tout dit. Merci. À la prochaine occasion, on aura à parler de tout cela. Bon. Non. C'est vérifié. C'est un perturbateur. Voilà. Non, c'est Merci vous qui beaucoup. prenez mon temps d'antenne. Merci Il m'a beaucoup. pris mon temps d'antenne. Maître Djagast Djamba, cadre du MLC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Marcel Kadibakey. Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Et on se retrouve très très prochainement pour un nouveau débat. Si la semaine prochaine, Maître sera disponible, eh bien, on fera le plaisir de l'inviter de nouveau. Mais si il aura un agenda chargé, eh bien, on verra comment composer un nouveau casting en ajoutant notre visage pour vous servir. Merci et bon début week-end. Restez-nous fidèles. Politico revient un peu plus avec d'autres contenus. Bon après-midi.